Donc très clairement, en l'espace de quelques années, l'IA est devenue un sujet incontournable dans l'espace médiatique et politique. Les milliardaires de la Silicon Valley la présentent à la fois comme la pire menace existentielle de l'humanité, tout en étant la solution miraculeuse à tous nos problèmes, du réchauffement climatique aux inégalités sociales. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, intelligence artificielle? À quelques jours du sommet pour l'action sur l'IA qui aura lieu à Paris, et alors que notre Premier ministre François Bayrou appelle dans son discours de politique générale à déployer l'IA dans tous nos services publics, revenons un peu sur l'historique et le fonctionnement de cette technologie. Pour replacer un peu de contexte, l'histoire de l'intelligence artificielle remonte en fait aux premières machines programmables développées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le terme intelligence artificielle va être gravé dans le marbre lors de la conférence de Dartmouth aux États-Unis en 1956. C'est notamment le mathématicien et informaticien John McCarthy qui va insister pour utiliser ce terme précis. Et même si pas grand-chose ne justifie vraiment l'utilisation du mot intelligence, qui est difficile à définir mathématiquement, un domaine de recherche tout entier va être créé. Certains chercheurs de cette spécialité sont déjà très optimistes à l'époque, voire carrément idéalistes en fait. Par exemple, le mathématicien Marvin Minsky, qui était présent à la conférence de Dartmouth, pense qu'on pourra créer une IA avec les capacités cognitives d'un être humain dès les années 70. Sans rentrer totalement dans le détail, le secteur va connaître une évolution en dents de scie jusqu'aux années 90, avec des grosses périodes de hype déjà à l'époque, mais aussi des grosses périodes de stagnation. Mais un événement marquant a lieu le 11 mai 1997. Le programme Deeper Blue, développé par IBM, sera la première machine à battre le champion du monde en titre aux échecs, Garry Kasparov. Dans les décennies qui suivent, des technologies adaptées pour le grand public vont voir le jour. Des assistants vocaux comme Siri pour Apple ou Alexa pour Amazon, des programmes de reconnaissance d'images, des logiciels de traduction automatique, etc., etc. Mais en fait, justement, si l'IA existe depuis si longtemps, pourquoi on en parle autant en ce moment en fait? C'est en grande partie à cause de l'entreprise OpenAI, à l'origine du fameux ChatGPT lancé fin 2022. Ce dernier permet de générer du texte, résumer des rapports de plusieurs pages, de coder, voire d'analyser des tableaux Excel avec de grandes quantités de données, tout ça en quelques secondes. 2 ans après son lancement, l'agent conversationnel ChatGPT compte près de 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires. OpenAI a été fondé en 2015 par Sam Altman, l'actuel PDG, Elon Musk, qui a quitté le navire en 2018, et d'autres entrepreneurs de la Silicon Valley. Officiellement, leur but est de développer des technologies d'IA bénéfiques à toute l'humanité. Pourtant, fin 2024, l'entreprise s'est associée avec la société de défense américaine Anduril Industries pour des missions de sécurité nationale. Une enquête de Time a révélé par ailleurs le recours massif à la sous-traitance par OpenAI. Des Kenyans sont payés moins de 2 $ de l'heure pour entraîner leurs algorithmes à reconnaître du contenu choquant. Une vision assez restreinte de toute l'humanité finalement. En 2024, l'entreprise californienne a déclaré un chiffre d'affaires total de près de 4 milliards de dollars et sa valorisation totale est portée à près de 150 milliards de dollars. Alors le succès de ChatGPT a provoqué des levées de fonds records pour les startups du secteur de l'IA. Beaucoup de noms ont émergé au cours de cette tendance, Anthropic, Mistral AI, xAI, l'entreprise d'Elon Musk, etc., etc. La plupart utilisent des modèles de langage comme c'est le cas pour ChatGPT. Donc souvent, quand on parle d'IA en ce moment, on parle surtout de cette technologie en fait. Bon, l'engouement des entrepreneurs et des financiers est énorme, il y a beaucoup d'agitation médiatique, il y a des milliards investis et des grandes fortunes trumpistes qui supportent tout ça. Mais concrètement, comment ça marche en fait l'IA ? Est-ce que plutôt que de coder, de programmer explicitement mon ordinateur pour faire ce que je veux qu'il fasse, est-ce que je pourrais pas plutôt lui montrer des exemples? Donc ça, c'est la question de l'apprentissage automatique. C'est vraiment cette idée de c'est un aveu de défaite à la base, je ne suis pas capable de coder explicitement un algorithme qui fait ce que j'ai envie qu'il fasse, mais donc je vais essayer de voir si je peux pas en trouver un peu par hasard à partir d'exemples d'entrée-sortie. Alors ça, c'est un type d'apprentissage automatique, mais c'est celui qui est le plus utilisé et qui va être utilisé pour 90% de la fabrication de ChatGPT, par exemple. À la base de ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à la base de ChatGPT, il y a GPT-4, et donc ce truc-là, c'est le modèle de langue. Ça veut dire que effectivement cet objet-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend je sais pas combien de téraoctets de données textuelles qu'on trouve sur Internet et on vient derrière lui dire tiens, tu vas essayer de me prédire le mot qui suit cette séquence de symboles. Souvent après la capitale de la France est, le mot qui arrive c'est Paris. Et si tu as un sac de fonctions avec des fonctions suffisamment grosses, il peut faire ça pour énormément de concepts factuels en fait quoi. Et commencer à dire des choses un peu factuelles. Mais avec ce problème-là, c'est qu'on va avoir l'impression du coup qu'il dit des choses
qui sont vraies, et qu'en fait, il dit, c'est pas du tout ça qu'il fait. En fait, là, il y a un biais d'anthropomorphisme encore, qui est que nous, on a l'habitude d'essayer de dire des choses à peu près vraies, et que ChatGPT dit des choses qui sont probables. Par exemple, tu as les problèmes déjà de biais socioculturels, en fait, de ces objets qui, vu qu'ils sont ajustés sur tout l'Internet n'étant quand même pas l'endroit le plus bisounours de l'histoire de l'humanité, même si derrière il y a beaucoup de travail qui est fait pour essayer de détoxifier ce qu'ils appellent ces objets, ils restent un peu sexistes, et ils peuvent être éventuellement racistes. Voilà, c'est toujours le problème de qui fabrique ces objets techniques. C'est des ingénieurs, du coup, qui sont une classe bourgeoise. En plus, un ingénieur informaticien qui est quand même typiquement un garçon, comme on l'a vu en plus avec les dernières punchlines de Mark Zuckerberg. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le modèle, il cherche pas à dire la vérité, parce que ça n'existe pas, en fait, pour lui. Et d'ailleurs, pour nous, déjà, c'est un concept qui est pas facile. Il cherche juste à dire un truc probable. Tu te retrouves avec un changement dans la société un peu bizarre. Je sais pas si tu as vu, par exemple, récemment sur YouTube, ils proposent du coup de faire avec Gemini des résumés des vidéos, tu vois, automatiques et tout, en mode c'est trop bien. Et donc évidemment maintenant c'est marqué sur YouTube. Avant ça ils te mettent attention, la qualité du truc peut varier, tu vois. Et j'ai dit oui, parce que maintenant on a le droit de dire en fait peut-être que je vais t'écrire de la merde, mais c'est pas grave en fait. Il y a ce truc là qui est un peu, je trouve très particulier qu'il n'y avait pas du tout avant en informatique. L'informatique, c'était il y avait ce côté, en fait, vu que c'est des 0 et des 1, c'est très algébrique, un truc, il est vrai ou il est faux, et puis moi, je te donne le bon truc, et sinon, c'est un bug, il faut que je le résolve très vite et tout. Et que là, maintenant, il y a ces objets, on dit, ce serait quand même dommage de pas les utiliser, parce que ça marche vachement bien. Tu fais, ouais, mais il y a 5% du temps où ça marche pas du tout, en fait. Tu fais, ouais, mais vas-y, on s'en fout, on le met quand même, parce que sinon, les autres, ils le mettent aussi, du coup, en fait, on va passer pour les tocards si on le met pas nous. Et du coup, ils te mettent un message avant, même par contre, peut-être c'est merdique, je sais pas. Si tu te retrouves avec du texte généré automatiquement et qui dit des choses factuellement pas vraies, ça peut être extrêmement embêtant, en fait, quoi. Et donc il semblerait, selon les leaks qu'il y a eu, que leur définition de l'AGI, c'est à partir du moment où leurs objets techniques permettent de rapporter 100 milliards de bénéfices par an. Donc tu vois, la définition, en fait, elle est purement économique. Et purement dans qu'est-ce que c'est l'AGI, c'est un truc qui permet d'automatiser des tâches qui me rapportent de l'argent. Ça n'a pas trop de sens, je pense, d'un point de vue scientifique, parce qu'encore une fois, on va reprendre la définition de Wikipédia, qui peut faire à peu près toutes les tâches qu'un humain peut faire, quel humain. Parce que toi et moi on sait pas faire les mêmes choses, il y a des choses, voilà, donc déjà est-ce qu'on se ramène au genre à le minimum que chaque humain peut faire, le maximum que chacun humain peut faire, un humain moyen, mais ça n'existe pas. Enfin la définition elle veut pas dire grand chose en soi, parce qu'il y a toujours le problème avec les concepts d'intelligence, c'est qu'on dit des choses et en fait très vite quand on gratte il y a un peu du vent derrière. Derrière ce mot, moi je pense qu'il y a vraiment plutôt un concept économique, un concept de culture néolibérale, en fait ce dont on est en train de parler, c'est de remplacer la plupart des salariés par un objet technique. Je pense que le danger principal il est là en fait, c'est qu'on oublie que c'est des objets techniques à cause de notre tendance à l'anthropomorphisation, mais qui est naturelle en fait quoi. Et qu'un objet technique, voilà, ça n'existe qu'à travers une culture et ça répond aux besoins de son créateur en fait quoi. Et que pour l'instant, ces créateurs sont des gens très particuliers avec des cultures très particulières. Pourtant, leurs objets nous impactent drastiquement. Et que je pense que le danger principal il est là. En fait, il n'est pas dans la technique elle-même, il est dans la culture de ses fabricants. En conclusion, cette vidéo ne se prétend pas exhaustive sur l'intelligence artificielle, évidemment, car le sujet est extrêmement vaste. Donc l'objectif de ce premier épisode, c'est vraiment de donner quelques clés de compréhension pour les prochains sujets qui viendront, qui seront plus poussés. À Politis, on considère qu'il est nécessaire de prendre du recul face au discours des milliardaires de la tech qui nous promettent monts et merveilles grâce à l'IA. Surtout que ce narratif techno-optimiste est massivement relayé par les médias. Ce qui n'est pas vraiment étonnant vu qu'une bonne partie d'entre eux appartient à d'autres milliardaires. Politis, c'est un média indépendant qui a besoin de votre soutien pour exister. Alors si ce genre de projet vous plaît, merci de nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant au journal sur le site de politis.fr. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au mois prochain sur la chaîne YouTube de Politis.